Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce samedi 30 novembre. La Rochette brûle toujours. L'incendie s'est déclaré la nuit dernière aux alentours de 22 h et jusqu'à présent, les flammes ne sont pas encore maîtrisées. Une grande surface sénégalaise pour concurrencer la présence française. Le groupe EDK vient d'ouvrir son supermarché Low Price à Dakar et compte s'étendre aux autres régions du Sénégal. Reportage sur ce nouveau magasin de grande distribution à suivre dans ce journal. Ils sont frustrés, les clients de la Bank of Africa. Cela fait une semaine que les services de la BOA sont aux arrêts. Les clients menacent de quitter l'établissement s'il n'y a pas de changement d'ici lundi. Et enfin, une toute nouvelle rubrique tous les samedis sur ITV, l'article de la semaine. Nous allons revenir sur un article qui a particulièrement marqué l'actualité de la semaine. Et ce soir, notre confrère Mor Amar du quotidien Enquête est à l'honneur. Il a écrit sur les auditions dans l'affaire Petrotim. Le développement de tous ces titres, c'est dans un instant. Le feu est spectaculaire. Les flammes ont pris des proportions inquiétantes et inattendues. La Rochette est toujours en feu et l'incendie s'est déclaré la nuit dernière aux alentours de 22 h. Et jusqu'à présent, l'incendie peine à être maîtrisé. Des équipes des sapeurs-pompiers renforcées sont toujours sur place. Et la note ce journal, la West Nile ou virus du Nil occidental est une maladie peu connue transmise à l'homme par les moustiques. Un cas a été signalé dans la commune de Bokidiawe, mais d'après les explications du chef du service épidémiologie et riposte vaccinale au ministère de la Santé, le patient en question est guéri parce qu'il a été traité à temps. Dr Bolidiop répond à Antoine Diouf. Effectivement, au niveau de Matam, dans le site sentinelle de Bokidiawe, qui est un site sentinelle pour la surveillance épidémiologique, il a été notifié un cas de maladie qu'on appelle West Nile. Vous savez qu'au Sénégal, la surveillance épidémiologique remonte chaque semaine les données en provenance de certains postes de santé. Et c'est dans ce cadre qu'un patient a été diagnostiqué West Nile. C'est-à-dire que c'est une arbovirose et aussi une zoonose. C'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Au moment où nous parlons, l'équipe locale de Matam a déjà fini son investigation et que même le cas est guéri. Donc pour nous, ce n'est pas une maladie mystérieuse, c'est une maladie qui est connue, c'est une maladie qui est surveillée dans le cadre du réseau 4S et qu'il n'y a pas en tout cas de situation alarmante. Et le groupe EDK a officiellement ouvert son supermarché Low Price. Le groupe veut élargir sa ligne de grande distribution dans toutes les régions du Sénégal. Une manière de concurrencer la présence française. Omar Khan et Mafalfal ont assisté ce matin à l'ouverture de Low Price. C'est un sentiment de fierté parce que c'est un digne fils du pays qui a investi dans ça et qu'il fallait le faire bien avant. Et que si aujourd'hui on voit qu'il y a des initiatives allant dans ce sens, on ne peut que faire accompagner, saluer l'initiative qui a été prise par ces derniers. Leur slogan c'était « Auchan dégage ». Auchan n'a pas dégagé, mais EDK arrive. Tembaka, un Sénégalais bon temps, a investi dans la grande distribution. Auchan, enseigne française, avait profité du vide. À présent, la première enseigne sénégalaise le retrouve sur le terrain. Dans les rayons, les premiers clients effectuent leurs premiers achats. Et ils sont plus que satisfaits. EDK, on dit low price, bas prix. Il n'y a pas mieux qu'ici, franchement. Non, l'accueil est très formidable, exceptionnel. Franchement, il n'y a pas photo, franchement. Les prix de low price. C'est des prix, c'est des bas prix. Il n'y a pas photo, franchement, Ils sont bien installés. Maintenant, ça reste aux Sénégalais de les soutenir parce qu'il le fallait. Là, on est vraiment bien content. On peut trouver tout ce qu'on veut sur place. Et puis, le reste, c'est d'améliorer, trouver d'autres endroits aussi dans les autres quartiers, que ça soit plus accessible,
de ça. Multiplier les magasins low price dans les quartiers et dans les régions, c'est l'ambition du groupe EDK. On a commencé par ce supermarché, mais je pense qu'on va l'étendre un peu partout au Sénégal. Parce que l'objectif, c'est de satisfaire la clientèle, c'est de satisfaire les Sénégalais. Et nous n'allons pas lésiner sur les moyens. On va mettre tous les moyens à notre disposition pour satisfaire les Sénégalais. Quant à la concurrence, EDK est prête à faire face en privilégiant la satisfaction de la clientèle. On n'est pas dans cette logique-là de concurrencer qui que ce soit. Nous sommes là pour apporter notre pierre à l'édifice. Donc, pour contribuer, donc offrir aux Sénégalais, comme je l'ai dit tout à l'heure, un service de qualité. On n'est pas là pour concurrencer qui que ce soit. Nous, notre concurrence, c'est en fait d'amener des produits de qualité, d'offrir aux Sénégalais des produits de qualité supérieure. C'est dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de dire Auchan dégage, et EDK montre la voie. Merci Omar Khan. Et vous êtes client de la BOA, la Bank of Africa. Vous avez sans doute remarqué que les services de la BOA sont aux arrêts et cela fait quelques jours. Et cette situation cause un tort considérable aux usagers et c'est pour cette raison que l'association des clients et sociétaires des institutions financières a brandi cette menace, prendre d'assaut les différents bureaux de la BOA pour réclamer la fermeture de leurs comptes si les choses ne s'améliore pas d'ici lundi. Mamadou Gueye-Kassé. Le blackout de la BOA est inacceptable. La situation qui perdure depuis plus d'une semaine cause un énorme préjudice aux usagers et aux entreprises. Depuis pratiquement une semaine, la BOA, Bank of Africa, ne fonctionne plus. Nous avons constaté depuis le vendredi passé un arrêt total de fonctionnement de la banque, ce qui est inacceptable et met les usagers dans une situation inconfortable. Il faut le rappeler, les usagers ont domicilié leur salaire au niveau de la BOA comme personne physique. Ils ont aussi domicilié leur salaire à la BOA en tant que personne morale, autrement dit entreprise. Donc depuis une semaine, les guichets ne fonctionnent plus, les GAP ne fonctionnent plus, les chèques, les lettres de crédit, de change, etc. ne fonctionnent absolument pas. L'ACSIF qui condamne l'attitude de la BOA pour n'avoir pas averti à temps ses clients est convaincu que la paralysie de la banque est due à la défaillance de sa base de données. Les responsables, après qu'ils aient été saisis, ils ont dit qu'ils ont des ennuis techniques. Mais des ennuis techniques qui peuvent prendre une semaine, mais disons que c'est un arrêt de fonctionnement. Il faut accepter de le dire. C'est un arrêt total de fonctionnement de la banque. Et là, nous ne pouvons pas l'accepter. Parce que nous, si nous causons le moindre préjudice à la banque, immédiatement la banque nous met des pénalités. Nous n'accepterons jamais que ces épargnants perdent leur épargne au niveau de la BOA. L'association des clients et sociétaires des institutions financières donne un ultimatum à la BOA. D'ici lundi, si le problème n'est pas résolu, un plan est prévu. Nous avons donné un ultimatum à la BOA, à la Banque centrale comme à l'État du Sénégal. Nous leur disons qu'à compter du lundi, si la situation ne revient pas à la normale, nous allons demander dans un premier temps à tous les usagers d'assaillir les différentes agences de la BOA, mais aussi de réclamer leur argent et de réclamer la clôture de leur compte. L'ACSIF, qui a tenu un point de presse devant le siège de la banque basé ici aux Almadies, invite l'État et la Banque centrale à prendre leurs responsabilités et à infliger de lourdes sanctions à la BOA afin que cette situation ne se reproduise plus jamais. Le marathon budgétaire se poursuit à l'Assemblée nationale et ce matin, le ministre des Mines et de la Géologie a défendu son programme devant les députés. Après plusieurs heures de débat et de contradictions, le budget du ministère des Mines et de la Géologie a été finalement arrêté à un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Voici le compte-rendu de Cheikh Hassan Fall et Séléman Diallo. La polémique autour du gisement de fer de la Falémé a encore refait surface dans l'hémicycle. Le protocole d'accord signé entre l'État du Sénégal et l'entreprise turque Tosyali Holding a une nouvelle fois déchaîné les passions entre députés.
Mais pour le ministre des Mines et de la Géologie, rien d'illicite n'est à signaler dans ce Memorandum of Understanding. Un MOU, c'est comme le dit en anglais, c'est juste un démarrage de discussion. Nous avons fait une proposition de 3 phases. Ce MOU qui contenait 20 points ont été renégociés, rediscutés en présence des structures qui étaient concernées, notamment l'APIX, le ministère des Finances, par rapport aux exonérations, durée de vie et tout. Et donc par rapport à ça, sur les 20 points, il n'en reste que 13. Donc ça veut dire que 7 points ont été déjà enlevés. Donc tous les points dont parle l'honorable député n'existent plus dans ce MOU. Donc c'est nul et n'avenu, c'est faux ce qu'il dit. Nous n'avons pas signé de contrat avec le TOCEL. Un secteur minier qui envisage de s'ouvrir un peu plus au privé national. Oui, le contenu local, c'est quelque chose de très important aujourd'hui parce que je pense que pour le pétrole, on a adopté le code du contenu local. Dans le domaine des mines, on ne l'a pas encore fait. Mais nous allons organiser un forum pour ensemble voir comment définir aujourd'hui ce contenu local. Parce que nous parlons de RSE, nous pensons que le RSE ne règle pas le problème. Il y a d'autres moyens pour un développement local. Et surtout également à travers ça peut-être voir comment exploiter les substances utiles qui existent dans ces zones. Permettre au secteur des mines de jouer également sa partition dans la lutte contre le chômage est également une priorité pour Aïssatou, Sophie et Gladima. Les Sénégalais ne sont pas tellement dans l'exploitation de l'or. Quand vous allez au Burkina, ce sont ces gens qui connaissent beaucoup ce type d'exploitation. Et nous pensons que nous devons pouvoir accompagner des jeunes, avoir des outils pour pouvoir faire comme font les autres nationalités qui sont là, de la sous-région, qui sont bien ancrées dans le domaine minier. Effectivement, nous allons les encadrer et nous allons mettre des cartes d'orpailleurs pour que des Sénégalais puissent en bénéficier et puis que l'État les accompagne pour qu'ils n'utilisent plus des produits toxiques comme le mercure ou bien le cyanure qui détériorent effectivement nos ressources naturelles. Le budget pour l'année 2020 du ministère des Mines et de la Géologie s'élève à 2 255 724 000 francs CFA. Une somme jugée faible comparée à la contribution du secteur minier dans le budget national et qui est estimée à près de 107 milliards de francs CFA. Et nous parlons du rapport de l'ARMP publié ce jeudi et qui déchaîne les débats et alimente la polémique. Plusieurs personnalités sont épinglées. Le directeur de la RTS, Racine Talla, cité dans ce document, réagit. Il dément toute malversation. Racine Talla est interrogé par Mamadou Lamine Fati. Gestion de marché. Chaque structure de l'État est dotée d'une cellule de passation des marchés qui a un chef et qui n'est pas sous les ordres du directeur général. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Tous les marchés passent par là, tous les appels d'offres passent par là, tout ce qu'on dit, demande de renseignements et de prix DRP passe par là. Alors, vous savez, les médias peuvent amplifier, surtout quand on n'a pas les clés pour lire des rapports de ce genre-là. Et c'est ce qui est arrivé. Quand on dit, oui, 60 millions pour les pneus de la voiture du DG. Il y en a qui l'ont dit, alors que ce n'est pas ça qui est contenu dans le rapport. On nous a dit qu'on a dépensé 60 millions en maintenance. Mais nous avons un parc de plus de 100 véhicules. Et 2017, c'était l'année des élections législatives et il fallait couvrir 47 listes. Toutes ces explications ont été données au cabinet et qui les avait acceptées. Et la journée de l'entrepreneuriat féminin célébrée ce samedi à Dakar. Les femmes doivent davantage se former pour mieux entreprendre. C'est du moins l'avis des panélistes qui se sont rencontrés aujourd'hui à la Maison de la Presse à l'occasion de cette célébration. Elles ont discuté autour du thème « Le rôle de la femme dans l'inclusion sociale et économique ». Youssouf Konté, Cheikh Ougaï et Moussa Dia. Apprendre pour entreprendre, a-t-on l'habitude d'entendre? L'association JIDE a transmis cette maxime à cette assemblée à l'occasion de la journée de l'entrepreneuriat féminin célébrée à la Maison de la Presse. On organise le Women Entrepreneurship Day pour accompagner plus de femmes et leur créer des occasions de networking et de mentoring.
On pense souvent que les femmes ne sont pas assez entrepreneurs, mais dans toutes les maisons, on a une tata qui vend des cacahuètes, qui vend des habits, qui vend du jus. Donc l'entrepreneuriat, il existe. Mais souvent, elle reste confinée dans des très petites structures. Et l'idée maintenant, c'est de voir, à travers ces opportunités de mentoring, comment on peut les accompagner pour qu'elles puissent grandir et avoir des structures qui atteignent une certaine taille. Les obstacles de l'entrepreneuriat féminin se trouvent le plus souvent, selon ces panélistes, dans la formation, d'où une synergie entre l'ancienne et la jeune génération. Le choc générationnel, parce qu'aujourd'hui, les mamans qu'on a ont fait leur temps. Elles ont beaucoup travaillé et c'est des battantes. Maintenant, c'est à nous, la jeunesse, aujourd'hui, de prendre le relais, de créer ce lien entre générations et de voir, nous, qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus pour vraiment qu'elles puissent profiter bien de leur travail. Et nous, derrière, comment on peut apprendre de leur savoir-faire pour faire pérenniser la bibliothèque. L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises vole au secours de ces femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes en collaboration, par exemple, avec ONU Femmes, avec qui nous accompagnons le réseau des femmes, un réseau de femmes à Saint-Louis, REFAN, qui œuvre dans l'agriculture et donc les aider dans l'amélioration, dans le renforcement de leur capacité et l'amélioration de leur accès au financement. Au moment des débats, il a été plus question de l'autonomie et de l'indépendance de la femme. Les membres de l'association J2 pensent que les femmes ont des lendemains meilleurs dans l'entrepreneuriat. Mamadou Gassama, souvenez-vous, c'est le jeune Malien devenu une figure héroïque en France après avoir sauvé un enfant perché au balcon dans le 18e arrondissement. Il était à Dakar cette semaine. Ibrahima Kamara l'a rencontré. Ils ont discuté de plusieurs sujets, notamment de l'immigration clandestine. Mamadou Gassama déconseille aux jeunes Africains de tenter l'aventure. Regardez. Ce que moi je voulais dire avec les jeunesses africains, c'est aujourd'hui, les choses que moi je vais te dire, moi où j'ai passé pour venir en Europe, les galères que j'ai vues, je ne veux pas que de ma famille, je ne veux pas que d'autres personnes voient ça, parce que c'est pas facile. Mais tu sais, je vais te dire un truc aussi encore, tu vois les Trocadéro. Si moi j'allais là-bas prendre une selfie, c'est très joli. Mais ce qui circule sur le village, je ne sais pas. T'as vu, non? Bon, Europe, c'est pas comme tu viens ici maintenant et que tu gagnes ta vie. Mais non, c'est pas ça. Et les pays de notre pays Afrique, là, c'est là qui est mieux, plus qu'en Europe. Comme mon frère Lassana l'a dit aujourd'hui, tu vas à La Chapelle. Tu vois que les noirs qui dorment sur les riz, il fait froid. Il fait froid. Mais franchement, c'est pas bien quand même. On reste dans notre pays et on cherche. On perd ici aussi. Bon, c'est pas comme il faut que tu te lèves. Même si c'est des petits trucs que tu vas le faire, un jour ça va venir. Mamadou Gassama était accompagné d'une autre figure héroïque en France, Lansana Bathily, l'homme qui a sauvé la vie à plusieurs personnes lors de l'attaque du magasin Hyper Caché à la porte de Vincennes de Paris. Interpellé sur la mission de l'armée française au Mali, il a déclaré que cette présence française ne facilitait pas le retour à la paix au Mali. Lansana Bathily s'entretient toujours avec Ibrahima Kamara. Il faut qu'il nous dise la vérité, ce qui se passe au Mali. Ce qui se passe, nous on ne sait pas. Il y a presque 30 000 hommes qui sont au Mali. Il y a des CEDEAO, il y a des musulmans, il y a tout. Avant l'intervention des CEDEAO, avant des musulmans, ça existait la guerre, mais ce n'était pas grave jusqu'à ce point-là. Mais pourquoi pas, depuis qu'ils sont arrivés, il y a 2 semaines, il y a presque 50 militaires qui sont morts. Ça continue, peut-être qu'ils nous ont menti, même il y a plus que 50 militaires qui sont morts. Il faut qu'ils nous disent la vérité. C'est quelle cause ils défendent au Mali. Si ça ne va pas, ils sont venus pour nous aider. Si ça ne va pas, ils quittent, c'est tout. Ils nous restent. Moi, en tout cas, depuis que quand j'ai entendu l'interview de Salif Keïta, moi, c'est comme un porte-parole de tous les Maliens. On pense tous comme ça. Tout comme ça, tous les Maliens. Comme Salif Keïta, c'est une grande personnalité, il est écouté. Sinon, les Maliens, ça fait longtemps, il y a beaucoup de Maliens qui défendent ces causes-là, qui dénoncent ça.
Et nous retrouvons ce soir Boubacar Dieng pour la page internationale. À moins de 15 jours de la présidentielle, les Algériens disent toujours non au vote. Plusieurs manifestants sont descendus dans les rues d'Alger pour dénoncer la régénération d'un système politique au pouvoir depuis 1962. Un système dont ils ne veulent plus après la démission en avril de Abdelaziz Bouteflika. En Albanie, c'est la fin des opérations de sauvetage après le vibrant séisme qui a frappé le pays mardi à l'aube. Des dizaines de personnes ont pu être sauvées, mais le bilan fait état de 51 morts et de 1000 personnes portées disparues. Ce séisme de magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter est le plus puissant qu'a connu le pays balkan depuis plus d'un siècle. Dans la capitale Tirana, aucun mort n'a été déclaré, mais plusieurs immeubles ont été endommagés. Au lendemain de l'annonce de la démission du Premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi, de nombreux Irakiens ont repris les manifestations ce samedi 30 novembre. Une démission qui ne calme pas apparemment les Irakiens qui ont de nouveau bloqué des routes à Bagdad et dans le sud du pays. Ils réclament la chute du régime qu'ils jugent incompétent et corrompu. Pour rappel, cela fait déjà 2 mois que ces manifestations durent et 420 personnes ont été tuées et blessées selon un bilan compté par l'agence France Presse. Et nous terminons avec ceci. Au lendemain de l'attaque au couteau qui a coûté la vie à 2 personnes à Londres, le Premier ministre Boris Johnson s'est engagé à revoir le système de libération anticipée. Cette mesure est motivée par le fait que le suspect condamné pour terrorisme était en liberté. L'assaillant de nationalité britannique a été identifié par la police. Son nom, Ousmane Hon. Il a été condamné en 2012 pour des infractions terroristes et remis en liberté conditionnelle 6 ans plus tard. Merci beaucoup Boubacar Dieng et nous en arrivons à la toute nouvelle rubrique ITV vous propose désormais tous les samedis l'article de la semaine et ce soir le quotidien Enquête est à l'honneur. Notre confrère Moramar a écrit un article sur les auditions dans l'affaire Petrotim, un papier qui s'est distingué cette semaine. Elhaj Malik Cissé, Gorgui Diaoutiam. Fin des auditions dans le dossier Petrotim. Un scandale sans suspect. Explication. Un scandale sans suspect, simplement parce que depuis quelque temps quand même, on a constaté que voilà un procès où les gens sont en train un peu de tourner en rond. C'est notre sentiment. Le choix du titre, en fait, le journaliste en presse écrite, d'habitude, nous proposons un titre. Tu rédiges ton article, à la fin, tu choisis ton titre. La rédaction, les supérieurs ont la latitude de changer le titre s'ils pensent que ce n'est pas trop pertinent, bien ce n'est pas trop reflété par l'article. Là, j'avais proposé effectivement un procès sans suspect. La phrase qui attire notre attention dans le chapeau de l'article en page 3, malgré les 2 mois d'audition devant les enquêteurs de la division des investigations criminelles et presque 1 mois devant le doyen des juges d'instruction, les autorités judiciaires semblent avoir du mal à trouver quelqu'un à inculper dans l'affaire Petrotim. Comment en est-on arrivé là? Vous vous rappelez, il y a de cela quelques mois, le procureur avait lancé un appel à témoins qui avait duré environ 2 mois. Plus de 2 mois durant, les gens ont défilé devant la division des investigations criminelles. Ils ont été auditionnés, cuisinés. Beaucoup de personnes sont passées par là. Ils ont donné ils ont dit ce qu'ils pensent de cette affaire-là. Et depuis lors, on s'attendait quand même à ce que
la justice prenne davantage ses responsabilités et dire si oui ou non ce dont on accuse le frère du président est avéré ou pas. Si ce n'est pas avéré, que l'affaire soit classée sans suite. Si c'est avéré, qu'il soit directement inculpé. Un scandale sans suspect barre la une du journal. Un procès sans suspect titre l'article. Procès, entre guillemets. Pourquoi? Entre guillemets parce que le procès, on suppose que c'est devant le juge de jugement, la juridiction de jugement. Là, on peut parler de procès, mais là, on est encore à l'état d'instruction. Donc, procès, surtout dans le sens commun. Faire le procès de quelqu'un. Là, on y est. Mais au sens strict du droit, on ne peut pas dire qu'on est déjà en procès. C'est à l'état de l'instruction, c'est ce qui explique les guillemets. Les faits sont sacrés, mais le commentaire est libre, dit-on. Le journaliste de Enquête nous livre ici ses convictions dans ce dossier qui tient toujours en haleine les Sénégalais. Pour être vraiment honnête dans cette affaire-là, moi je n'attends pas grand-chose de cette affaire, de la manière dont c'est conduit depuis le début. Vous vous rappelez, il y a l'inspection générale d'État qui avait rendu un rapport, qui avait fait un rapport, c'était en 2013 quand même, déposé devant le président de la République, mais cela n'a connu aucune suite. Et dans le rapport, ce sont des experts quand même qui l'ont fait, et c'est établi que les règles dans lesquelles ce contrat, ce bloc a été attribué à Franck Timis ne sont pas passées dans les règles de l'art. C'était ça en fait la conclusion en résumé des inspecteurs généraux d'État. Dans cet article, le nombre de signes est de 7200, occupant la moitié d'une page. Merci beaucoup Elhadj Malick Cissé qui a signé ce premier numéro de l'article de la semaine. Et je rappelle qu'il s'agit de la toute nouvelle rubrique que ITV vous propose tous les samedis désormais. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Et pour les infos à minuit avec Baba Ndiaye, Djokip Ribari, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45 sur ITV.